thème de ce matin, je vous l'ai promis déjà le mois dernier, c'est de parler de la gestion de la sensibilité. Avant de parler de ce dont il faut gérer, j'avais envie de faire une éloge de la sensibilité. La sensibilité, c'est ce grand cadeau qui nous est donné par le vivant. Si vous vous rappelez du Samkhya, il y a cette vision très poétique que Prakriti, la nature, se dote elle-même des instruments dont elle a besoin pour se percevoir elle-même. Donc c'est parce que le son existe, que l'oreille existe, donc simultanément le son et le sens de l'ouïe apparaissent ensemble, parce que la nature cherche à se connaître elle-même, à se sentir, à se percevoir elle-même. Et par conséquent, nos 5 sens sont extrêmement importants. Parfois, on parle aussi d'un 6e sens. C'est d'abord le mental, avant de parler de l'intuition. Le mental est un des principes du Samkhya également. Et donc la nature nous donne vraiment les moyens de la connaître, tout simplement. Et donc du coup, de connaître aussi notre origine et de comprendre comment l'univers fonctionne et comment le corps fonctionne. Et pour ça, nous avons absolument besoin de la sensibilité. Sur le chemin intérieur, assez rapidement, il va apparaître que la limitation, c'est la pensée, l'identification à la pensée. Et donc, si on n'utilise plus la pensée, avec quoi allons-nous nous guider dans ce monde? Ça va être grâce à la sensibilité. Donc, la sensibilité est un moyen de connaître. Elle est aussi un outil pour se diriger dans le monde. En yoga, comme dans toutes les voies intérieures, on s'intéresse beaucoup à la perception de la réalité. Et le mental apparaît toujours comme un filtre. Le mental donne une image de la réalité, mais ça n'est jamais la réalité elle-même. Tandis qu'à travers votre sensibilité, vous pouvez entrer en contact directement avec la réalité telle qu'elle est. Au moment où on développe ces 5 sens, on développe la capacité du mental à se relier aux 5 sens. C'est la condition pour que l'intuition émerge. C'est une des visions traditionnelles sur l'intuition, que l'intuition émerge quand les 5 sens fonctionnent simultanément et que le mental guide les 5 sens. Le mental collabore avec les 5 sens. Et alors surgit ce qu'on appelle l'intuition, cette capacité à recevoir des informations directes. Des perceptions, des prémonitions, le fait dans l'instant présent de saisir immédiatement une situation, de sentir exactement où en est l'autre en face. L'empathie, ça fait partie de l'intuition quelque part, très important aussi. Et bien entendu, ça rend nos vies beaucoup plus riches, beaucoup plus profondes, ça donne beaucoup de sens à notre vie. Et ça nous permet d'aller au-delà du rationnel sans tomber pour autant dans l'irrationnel, parce que c'est aussi une science. C'est une science et un art que d'apprendre à sentir. Donc nous sommes des organismes à qui Prakriti a donné la capacité de recevoir des informations directes.
Prakriti nous a donné aussi la possibilité d'entrer en vibration, d'entrer en résonance. Si tout existe dans cet univers, c'est pour que tout se rencontre. Ce n'est pas pour vivre complètement isolé dans notre bulle. Simplement, parfois, ces moments de rencontre avec la réalité peuvent devenir délicats. Puisque, évidemment, après avoir fait cet éloge de la sensibilité, je veux vraiment souligner à quel point la sensibilité est désirable, elle est bonne, elle est utile. Elle va vraiment vous permettre de vous connaître vous-même, de vous orienter dans la vie. Mais quand on est dans un processus en yoga, quand on est dans une sadhana, il arrive que tout d'un coup, cette sensibilité prenne le dessus. Et donc, on devient victime de sa sensibilité. Alors, c'est un progrès à double tranchant à ce moment-là. Et donc, il va s'agir d'apprendre à la gérer. Et avant de passer un peu dans ces options par rapport à la gestion, je voulais vous parler de 3 grands types de sensibilité. La première, c'est la sensibilité physique. Et ça, c'est en lien avec votre constitution. On a parlé de la nature, Prakriti, elle va s'actualiser en vous d'une façon qu'on appelle Vikriti en Ayurveda. C'est en lien avec votre hérédité, peut-être aussi en lien avec votre karma. Vous venez au monde avec une certaine constitution physique qui va faire que, peut-être de façon innée, vous êtes sensible pour les pollens, sensible pour il y a un certain type d'alimentation. Par exemple, vous êtes intolérant au gluten. Ou encore, vous êtes sensible aux ondes électromagnétiques. Vous n'y pouvez rien, c'est votre corps qui est comme ça. Et parfois, de façon acquise, à travers le yoga, la sensibilité physique augmente, en lien avec le fait que votre taux vibratoire augmente. Et on se met à moins bien supporter l'alcool, par exemple. Sans raison particulière, pas parce qu'on a été forcément très abstinent pendant longtemps, et puis tout d'un coup le corps physique ne supportera plus, mais il y a plus une raison vibratoire, où ça devient une sorte de vibration qui est incompatible avec ce qu'on est en train de vivre. Et donc le corps réagit à ça. Il ne faut jamais oublier que la sensibilité saine, c'est aussi l'intelligence du corps. Il y a quelque chose donc à écouter. Un autre type de sensibilité physique, ça peut être tout d'un coup d'avoir le sens du toucher qui devient exacerbé, puis on ne supporte plus de porter des matières synthétiques, ou on ne supporte plus de porter des vêtements qui sont trop serrés, alors qu'avant ça n'était pas un problème. Une de mes élèves disait récemment qu'elle ne pouvait plus faire de ski avec un casque, alors que elle avait fait ça pendant longtemps parce que tout d'un coup, la pression sur la tête devenait trop désagréable. C'est un symptôme de cette sensibilité physique qui augmente. Alors, jusque-là, il s'agit de respecter son corps, respecter ses besoins, apprendre à vivre avec. Et il va s'agir beaucoup de communiquer, évidemment, la question de comment on gère la sensibilité face aux autres, ça va être quelque chose de crucial dans notre enquête de ce matin. Donc communiquer ses besoins et expliquer pourquoi tout d'un coup on ne boit plus d'alcool ou pourquoi on fait des choix différents. Il faut réaliser que quand vous êtes dans une sadhana, votre système nerveux s'affine. Ça signifie que votre système nerveux apprend à fonctionner autrement. Il y a une véritable modification de la physiologie. C'était le passage qu'on a lu hier
dans la Hatha Yoga Pradipika, le commentaire de Swami Satyananda, que vraiment le métabolisme, votre physiologie se modifie. Ça signifie que votre système nerveux apprend à recevoir des informations qu'il ne recevait pas autrefois, parce qu'en quelque sorte, il n'était pas calibré pour ça, donc on reprogramme le système nerveux pour percevoir certaines infos. Au niveau cérébral, les infos sont toujours là, la totalité de la réalité parvient toujours au cerveau, mais il y a seulement un espace qui est mis en lumière, qui est la conscience de veille, et tout d'un coup, cette conscience s'élargit, ce qui fait qu'il y a plus d'informations qui parviennent à la conscience ordinaire qu'autrefois. Et c'est le système nerveux qui doit gérer tout ça. Ensuite, en lien avec le système nerveux, il y a le système endocrinien. Votre système hormonal se modifie aussi à travers le travail des postures et à travers le travail du pranayama. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre à calmer, à gérer, et il va y avoir une phase de transition avant de s'être construit un nouveau système nerveux plus stable. Il y a un autre type de sensibilité, c'est la sensibilité psychique ou la sensibilité psychologique. Très souvent, c'est en lien avec l'injustice. On va percevoir les injustices de ce monde autrement. Tout d'un coup, on ouvre les yeux et puis on observe comment notre patron se comporte et comment nos collègues se comportent, et on voit tous les petits mensonges, les jalousies, les compétitions. Et alors qu'avant, finalement, ça nous glissait dessus, on faisait avec. Il y a quelque chose qui devient subitement presque intolérable. On se sent agressé par le fait que les gens aient des comportements qu'on juge inadéquats. J'ai eu une élève qui était en sadhana il y a quelques années. Après 18 mois, elle a dit, voilà, moi j'ai un mari qui est agressif de nature, il est colérique, et il m'a toujours dit, je suis comme ça, il faut me prendre comme je suis. Puis avant de partir en sadhana, effectivement, elle le prenait comme il était, et puis c'était ok. Et puis, après 18 mois de sadhana, qu'on lui dise « je suis comme ça, il faut me prendre comme ça », ça ne lui allait plus du tout. Elle a dit « mais pas du tout, on travaille sur soi dans la vie ». Donc il faut que tu t'examines, il faut que tu regardes, il y a quelque chose qui est injuste, ou simplement tu as une crise de colère, et puis tu le fais rejaillir sur les autres. Et nous, on se reçoit ça en pleine figure. Je ne peux plus prendre ça. Donc du coup, vous voyez, les sadhanas, ça fait aussi bouger les couples, parce que des choses qui étaient évidentes, tout d'un coup, ne le sont plus. Je repensais à un autre type de sensibilité, mais ça, c'est par rapport à la sensibilité sensorielle. Je pensais à une élève qui allait à son cours de yoga. Son mari venait, donc elle était aussi en sadhana, son mari venait la chercher à la fin de son cours hebdomadaire. Et il mettait toujours la radio très fort dans la voiture. Puis à un moment donné, elle n'a plus pu supporter. Premièrement, elle n'a plus pu supporter que la musique soit très forte. Et ensuite, elle n'a plus pu supporter que ça soit des musiques très profanes, ou très rock, ou ce qu'elle jugeait, elle, comme agressif. Donc elle a dû dire à son mari, écoute, quand je sors de mon cours de yoga, on ne met pas de musique dans la voiture. À d'autres moments, c'est moi qui ferai un effort, mais là, c'est juste pas possible. Donc de nouveau, bien sûr, pour l'entourage, ça signifie qu'on est en train de bouger, de changer. L'entourage doit aussi s'adapter au fait que vous êtes aussi en mouvement. Donc vous avez des autres besoins, des autres demandes. Ça devient encore tout un autre yoga. Donc cette sensibilité psychique, c'est le fait de commencer à regarder la vérité nous concernant les autres, concernant le monde, concernant les médias, enfin, avec peut-être une sorte de
crise de conscience, où momentanément c'est pas facile d'être devenu plus conscient. Et ça crée des réactions en nous, ça crée des émotions en nous. Et puis, le troisième type de sensibilité, c'est la sensibilité émotionnelle. Celle-ci, bien sûr, elle ressemble un peu à la sensibilité psychique. Mais quand je parle de sensibilité émotionnelle, c'est une forme de labilité émotionnelle, donc d'instabilité, où on est capable de passer dans la même journée d'un état extrêmement joyeux à une grosse crise de larmes. Et puis le lendemain, on se réveille avec la boule au ventre, on est très anxieux. Puis l'après-midi, en fait, on se rend compte qu'on a tellement de chance dans la vie de faire tout ce qu'on fait, puis que c'est quand même extraordinaire. Et puis le lendemain matin, on ne sait pas pourquoi, on se réveille et puis on est tout triste alors qu'on a eu une super après-midi la veille. Bref, c'est comme si tout d'un coup, il y avait une sorte de changement permanent d'une émotion à l'autre. Ou peut-être on va avoir des émotions plus puissantes que d'habitude. Et des émotions plus variables que d'habitude. Donc il y a un manque de stabilité. Alors ça, bien sûr, c'est déjà pas très agréable pour soi, mais en même temps, c'est pas facile à gérer face aux autres. Ceci dit, chacun de ces stades de sensibilité, il y a un aspect qui est inné. Après, il y a un aspect qui vient se rajouter par la sadhana. La sensibilité psychique, il y a des gens qui l'ont d'emblée. Il y a des gens qui ont toujours eu les yeux ouverts sur le monde, les yeux ouverts sur l'injustice, et d'autres qui le découvrent plus tard. Et la sensibilité émotionnelle, nous avons des oiseaux qui viennent écouter, ça c'est merveilleux. Je crois qu'ils aiment bien quand on est sensible. La sensibilité émotionnelle, elle est très très importante. C'est ça qui vous rend vraiment pleinement humain, c'est ce qui vous rend pleinement vivant. C'est ce qui fait que vous avez le souci de l'autre, c'est ce qui fait que vous vous sentez proche de ce qui se produit autour de vous. Et il y a des gens qui sont très émotifs de nature et d'autres qui sont au contraire très rationnels, très peu émotifs. Ça, c'est de nouveau la vie critique, c'est de nouveau une constitution qui est différente, un chemin de vie qui est différent. Mais en tous les cas, on est tous amenés à développer ça. Et pour d'autres personnes, on doit apprendre absolument à gérer cette sensibilité émotionnelle parce qu'elle prend le dessus sur nous. Pour vous donner un exemple de sensibilité, je vais vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée, je pense que c'était la semaine dernière. Johan, qui est le maître incontesté du Vijnana, de l'intuition, a tout d'un coup, on vit donc dans un pâturage et on a des voisins à une centaine de mètres, mais on ne va jamais chez eux. Et tout d'un coup, Johan a un pressentiment qu'il doit marcher en direction des voisins. Et à ce moment-là, il y a une centaine de moutons qui sont arrivés sur le terrain, qui sont là pour quelques semaines, et il s'aperçoit qu'il y a une brebis qui est tombée probablement d'un petit muret, et puis qui a vraiment l'air très mal en point. Et, alors quand on a une sensibilité émotionnelle, on a tout de suite le sentiment qu'il y a un être en danger, que ce soit un être humain ou un mouton, on ne fait pas la différence, il faut faire quelque chose. Donc il a appelé le propriétaire des moutons. Le propriétaire des moutons, il a un peu une autre attitude que nous, un peu moins sensible. Il dit, bon, probablement qu'il se dit qu'il faut laisser faire la nature. En tous les cas, il n'est pas venu. Et quand je suis rentrée le soir et qu'il m'a dit qu'il y avait cette brebis blessée pas loin, comme Johan, enfin, tous les deux, on est vraiment entrés dans un état de grand souci. On était vraiment très inquiets, très dans l'idée, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette brebis? Donc, à part appeler le propriétaire des moutons, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais on s'est dit, on va prier pour elle. Donc, on s'est mis à lui envoyer toutes sortes de pensées de guérison. Et le lendemain matin, au réveil,
même avant de prendre mon petit déjeuner, la première chose que j'ai fait, c'est sortir sur le pâturage pour aller voir la brebis, que je n'avais pas vue la veille parce que j'étais rentrée de nuit. Et quand j'arrive, je la vois très très mal en point, avec une respiration comme si elle était vraiment en fin de vie. Et ce que je vois, c'est qu'il y a son petit agneau qui est là, et son agneau est en train de la lécher. Et non seulement ça, mais en plus, il y avait 4 ou 5 brebis autour d'elle qui la veillaient. Et il y en avait une autre qui la léchait, et elles étaient vraiment comme ça, groupées autour de cette brebis souffrante. Et alors quand on a une sensibilité émotionnelle, dans cet instant-là, il m'a semblé que les brebis étaient plus humaines que les êtres humains. Et j'ai été renversée de me dire, mon Dieu, quelle solidarité, quelle façon de... Alors que quand vous les voyez, les moutons sur le pâturage, à bêler, ils n'ont pas toujours l'air forcément très intelligents. Excusez-moi les moutons. Mais dans cet instant-là, c'est comme si leur comportement était complètement adéquat. Et de voir cette sollicitude, de voir la compassion des autres brebis, de soutenir celles qui étaient souffrantes, ça m'a juste renversée. Mais ça, si on n'a pas cette sensibilité émotionnelle, on ne peut pas le voir. Et j'étais renversée. Là, ce qui m'a touchée, c'était moins le fait qu'il y a un animal en souffrance, mais c'était la beauté du soutien que les autres animaux lui apportaient. Et je me suis dit, mais si nous, les êtres humains, on pouvait un peu plus souvent être dans cette solidarité quelque part, de pouvoir vraiment être ensemble. Donc je repars prendre mon petit déjeuner, très secouée. Je me suis sentie vraiment très... J'étais tellement touchée que j'étais secouée, mais c'était pas négatif en soi d'être secouée. C'était juste d'avoir été touchée. Quand vous êtes touché, vous entrez en symbiose complètement avec une situation donnée, et cette situation vous enseigne quelque chose. Donc du coup, cette sensibilité émotionnelle, elle nous apprend quelque chose. Peut-être quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu cette sensibilité devant la même scène, on voit juste le truc et puis on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose de très beau qui est en train de se jouer. Alors la fin de l'histoire, vous allez sûrement connaître la fin de l'histoire. C'est une fin d'histoire très mystérieuse, parce que donc à 7h du matin, la brebis était vraiment, vraiment très mal en point. Et dans l'après-midi, Johan retourne pour voir comment elle va. Elle a disparu. Elle n'était plus là. Le propriétaire des moutons n'est jamais venu. Il nous a vaguement laissé un message sur le répondeur, je ne sais pas où il a dû venir quand même plus tard, parce qu'il a dit j'ai cherché la brebis, je ne l'ai pas trouvée. Mais tout le matin, on avait continué à vraiment prier pour cette brebis, pour qu'elle s'en sorte. Alors voilà, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire, et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui l'a nécessairement sauvée, mais en tout cas, elle n'était plus là. Donc probablement qu'elle s'est remise de sa chute, et que du coup, c'est un happy end, elle a pu continuer sa vie sur le pâturage. Donc voilà, tout ce genre d'histoire, ça nous rend vibrants, non? Quand vous entendez ça, il y a quelque chose en nous qui devient très vivant, et c'est à ça que sert la sensibilité. C'est parce qu'on a cette sensibilité qu'on est tellement vivant, et que du coup, on va aussi devenir des canaux pour que davantage de compassion, d'humanité, d'empathie passe à travers nous. Quelqu'un qui n'est pas très sensible, c'est quelqu'un qui souvent ne montre pas beaucoup d'empathie. Il y a des gens qui sont peu sensibles, qui peuvent faire preuve de bonté, je ne suis pas en train de dire ça, mais l'empathie c'est encore autre chose. C'est vraiment le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et ça c'est quand même très utile pour gérer des situations, d'être capable de se déplacer dans le point de vue de l'autre. Enfin voilà pour tous ces types de sensibilité. Mais dans toute situation où on est touché, évidemment, si on commence à sentir que l'émotion prend le dessus, et qu'on a des crises de larmes toute la journée, ou qu'on est complètement envahi par le sentiment d'injustice parce qu'il y a un mouton là et puis il n'y a personne qui fait quelque chose pour ce mouton,
et puis qu'on a de la colère qui monte, termine dans des états intérieurs qui sont pas bons ni pour nous ni pour les autres. D'où toute la question de trouver comment est-ce que je peux garder ma sensibilité tout en ne la subissant pas. Et beaucoup de gens qui sont sensibles, ne sachant pas comment faire, ferment, coupent. Et alors du coup, on n'est plus en contact avec ces sensations et il y a toutes sortes d'effets négatifs du fait d'être coupé. Parce qu'on n'a justement plus accès à son instinct, à son intuition, à sentir ce qui est juste, on n'a plus accès à sentir ce qui se passe chez les autres. Donc du coup, il y a potentiellement beaucoup de friction et de conflits. Donc c'est pas une solution de fermer. Le yoga vous ouvre, c'est pas une solution non plus d'être trop ouvert, sauf si vous êtes dans un moment où vous pouvez vous le permettre, parce que vous êtes dans une retraite, vous êtes dans un endroit privilégié, vous êtes en train de vivre une expérience intérieure qui demande que vous ouvriez complètement. La question, ça va être de vraiment gérer cette notion d'ouverture-fermeture. Peut-être il y aurait encore une autre sensibilité qu'on pourrait ajouter, c'est la sensibilité médiumnique, qui est cette capacité vraiment à capter des choses qui sont inhabituelles, hors du commun. Donc quand on a cette sensibilité médiumnique, on va être obligé d'apprendre un peu comme si on était une radio qui est capable de recevoir des fréquences. Et le problème de la personne sensible, c'est qu'elle est axée sur une seule fréquence. Et donc, elle est seulement capable de recevoir un seul type d'information. Il s'agit d'apprendre à tourner le bouton du poste de radio pour se brancher sur quelque chose d'autre. Quand on est si on est très médiumnique, on est dans un endroit où il y a toutes sortes de mémoires, soit on va gérer, si on peut, on va gérer la question des mémoires, ça c'est une chose, mais si on sent qu'on doit s'en couper, on va apprendre à mettre son attention sur autre chose. Et déjà juste en posant la demande de changer de fréquence, ça va aider, et puis en faisant des exercices, on va un peu parler de ces exercices, on peut aussi faciliter le passage à une fréquence à l'autre. Tout d'un coup, on reçoit d'autres types d'informations qui sont présentes dans le même lieu et on cesse de recevoir celles qui sont perturbantes. Alors évidemment, je vous en parle comme ça en quelques minutes, mais c'est tout un chemin de vie d'apprendre à gérer ça. Il faut juste réaliser à quel point c'est bénéfique et à quel point il est important de ne pas fermer, mais de gérer à la place. Alors, il me semblait qu'il manque 4 choses. Il y a 4 types de manques quand on est trop sensible. La première chose très évidente, c'est qu'il y a un manque de protection. On est poreux. Ça signifie qu'on laisse tout entrer. Donc du coup, bien sûr, on est agressé partout, et au lieu d'avoir un espace intérieur libre et respirant, on a un espace intérieur qui est encombré, et quand c'est encombré, vous ne pouvez pas prendre un seul stimuli de plus, vous explosez, c'est juste pas possible. Donc le premier constat, c'est que quand il y a ce manque de protection, il y a un manque d'espace intérieur. Ça signifie que les choses viennent trop près de vous. On a étudié avec Johan en première année les définitions classiques du yoga qui viennent d'un dictionnaire qui s'appelle Lamarakosha. Et si on va regarder le mot yoga, on s'aperçoit qu'un des synonymes c'est samnahana qui veut dire le bouclier. Donc le yoga, bien qu'il ouvre la sensibilité, est aussi un bouclier. Donc c'est aussi une façon de se protéger, et on va voir comment. Alors, la première façon de se protéger, c'est de pratiquer des asanas. Et il y a 2 façons, on a un tout petit peu touché à ça hier, 2 façons d'aborder les asanas.
Il y a les asanas dans le but d'ouvrir la sensibilité. Tous ces parcours que vous avez faits sur Ida, sur Pingala, le fait d'amener de la lumière dans le corps, le fait de respirer dans le corps de façon très fluide, ça va ouvrir le corps pour percevoir ce qu'il ne percevait pas encore. Évidemment, c'est très bon, mais si vous êtes dans une phase où vous sentez que vous êtes un peu labile émotionnellement, qu'il y a trop de choses qui vous touchent, ces pratiques vraiment qui vous ouvrent, elles sont de trop. Vous avez besoin de faire des pratiques de contrôle. Les pratiques de contrôle, ça va être des pratiques où vous faites très attention à l'alignement, des pratiques où vous restez vraiment dans Anamaya Kosha, vous restez dans le corps physique, vous venez sentir et vous connecter à votre propre force physique. Donc des postures comme Mahamudra, des postures comme le guerrier, des postures comme la planche, Vasishtasana, toutes sortes de postures qui vous demandent un peu de force. Ça vous reconnecte à votre force intérieure. La sensibilité est rééquilibrée quand vous activez votre force intérieure. Et on le fait notamment avec des postures qui sont vécues dans le corps vraiment physique. Et des postures aussi, comme je vous l'ai fait faire hier, je vous ai vraiment fait sentir les limites de votre peau et sentir l'espace à l'intérieur de la peau. Étant donné qu'on est poreux, on vient vraiment réintensifier cette barrière naturelle de la peau. Les pratiques de contrôle, ce sont aussi des pratiques respiratoires avec des rythmes. On peut pratiquer le souffle de façon à vraiment s'ouvrir pour le cosmos et justement laisser rentrer. Et dans certaines circonstances, c'est juste un grand bonheur, un grand délice sur cette terre de pouvoir être dans un état de connexion. Mais de nouveau, si on est dans une phase où on est trop sensible, on va éviter ça. Et j'ai fait des expériences là-dessus quand j'étais dans l'obscurité. Je vous ai dit que je faisais des expériences sur pranayama. Le fait d'être dans le noir permet vraiment d'observer très finement les effets du pranayama. Et ce que j'ai donc remarqué, c'est que les rythmes samavriti, ça signifie les rythmes qui sont égaux dans les phases respiratoires, donc 1, 0, 1, 0, 1, 1 demi, 1, 1 demi ou 1, 1, 1, 1. Quand vous équilibrez les phases respiratoires, ça stabilise le système nerveux, ça augmente la cohérence cardiaque et ça diminue l'activité de la glande pinéale quand on est dans le noir. Et la glande pinéale est responsable justement pour les perceptions subtiles. Et il y a des moments où justement on a besoin que ça diminue. Donc si vous devez faire un pranayama pour gérer la sensibilité, c'est un pranayama où vous maintenez des phases équivalentes entre l'inspire et l'expire, poumon plein et poumon vide. Vous n'allez pas favoriser plutôt l'une ou plutôt l'autre. Quand on a des rythmes Vishamavriti qui sont donc avec des équivalences différentes, par exemple typiquement le pranayama du dernier mois avec des poumons pleins qui sont très longs, ce sont des pratiques qui augmentent la sensibilité. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de visualiser une bulle de protection et d'imaginer justement que les choses viennent jusqu'à cette bulle et pas plus près pour recréer son intégrité, recréer un espace autour de vous, un Lebensraum où vous êtes à la maison et puis ce que les gens disent ou pensent ou ce dont vous êtes témoin, enfin le monde entier arrive jusqu'à votre bulle mais pas plus loin. Et récemment, j'ai reçu une compréhension par l'enseignante chez qui j'étais dans le noir, qui m'a paru très 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 importante, où elle disait les gens sensibles absorbent trop. Et ce qu'il faut absolument faire si on est sensible de nature, c'est apprendre à rayonner. Et quand vous rayonnez, vous affirmez votre force intérieure, vous affirmez votre champ vibratoire propre,
de façon à ce qu'il entre un peu moins en résonance avec le champ vibratoire de l'extérieur. Quand vous êtes sensible, il y a ce problème-là, que vous êtes perméable à tous les champs vibratoires que vous connaissez. Si vous rencontrez le champ vibratoire de quelqu'un qui est très déprimé, du coup, votre champ vibratoire entre en résonance avec ça et devient déprimé lui aussi. Quand on fait l'éponge. Donc il s'agit de vraiment, en quelque sorte, pulser votre champ d'énergie. Donc on peut apprendre à rayonner de la paix, on peut rayonner de la bienveillance, on peut rayonner de la vitalité, on peut rayonner une forme d'assurance, où on se donne le droit d'être qui on est, on se donne le droit de sentir ce qu'on sent, on se donne pleinement le droit d'exister. Concrètement, ça peut être comme l'exercice 6 de la pratique d'hier, où en Shavasana, vous venez au centre du corps, que vous situez là où c'est juste pour vous, et en expirant, vous rayonnez dans toutes les directions. Vous pouvez rayonner votre sankalpa. Et si les autres ne vous comprennent pas, néanmoins, vous pouvez apprendre à rayonner de la compréhension pour les autres. C'est vraiment une sorte d'intensification de votre champ énergétique. On peut imaginer donc qu'on a des rayons qui partent dans toutes les directions, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Et ce rayonnement va vous protéger, ce qui va activer votre champ vibratoire propre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Tout ce que je viens de nommer, c'est se donner à soi de la sécurité. Quand on est poreux et qu'il y a tout qui nous atteint, on est dans un état de grande insécurité intérieure dans lequel on se sent menacé. Donc, il s'agit au niveau physique, au niveau vibratoire, au niveau intérieur de recréer ce sentiment de protection. Et ça, c'est le bouclier dont parle le dictionnaire Amarikosha. Le yoga en tant que bouclier. Il me semblait qu'un autre manque aussi très important, c'est le manque d'ancrage. C'est un manque d'enracinement. Ça signifie qu'on marche dans la vie, mais un tout petit peu à côté de ses ponts. Donc forcément, vous avez beaucoup moins de stabilité et beaucoup moins de résistance face aux stimuli perturbants. Et le manque d'ancrage est directement en lien avec trop d'agitation mentale. Quand vous avez un mental qui brasse tout le temps, qui est tout le temps en train de faire des commentaires, de parler, d'étiqueter la réalité, de se souvenir du passé, de faire des projections de peur sur le futur, et s'il m'arrivait ceci, et si finalement mon projet de construction n'aboutissait pas comme je voulais, et si mon délai au niveau de la construction n'est pas respecté, et si finalement je me sépare de mon conjoint, et si. Donc, ce sont des pensées de peur. Déjà juste même les pensées plus neutres, les pensées plus centrées sur la vie, mais en lien avec l'agitation, on est tout le temps en train de se dire je dois faire ceci, puis je dois faire cela. Et puis, là, de nouveau, vous avez perdu votre ancrage. L'ancrage est directement lié à votre capacité à vivre dans votre corps. Déjà juste de sentir ses pieds, ça fait du bien. De revenir dans sa sensorialité. Donc cette notion d'ancrage, si on veut le transposer dans la pratique, évidemment la première chose à laquelle vous pensez certainement, c'est les équilibres. Pratiquer les équilibres, ça augmente votre sens de l'enracinement. On peut aussi pratiquer des postures comme Ardha Utkatasana pour vraiment descendre le centre de gravité, sentir la force de la terre, faire des postures qui vont aussi mobiliser les jambes, et faire des postures aussi sur le sens de la verticalité, vraiment les pratiques qui travaillent la verticalité, et les pratiques qui travaillent l'équilibre,
travaille à la fois ce sens de la verticalité et simultanément ce sont des postures où on n'a pas le droit de penser. Hein. Dès qu'on pense, on flanche, on tombe. Donc ça aide vraiment beaucoup. Et puis hier, on a fait cette pratique où en inspirant, en samastiti, on fait remonter l'énergie de la terre vers le haut, puis en expirant, on décharge le trop-plein dans la terre. Ça, c'est aussi une façon de recréer un sens de l'ancrage et en même temps de nettoyer le champ énergétique. Et si on n'a pas le temps de faire tout ça, déjà juste pensez à vos pieds. Ça va vous ramener un peu plus dans un sens de l'alignement. Ensuite, il y avait le manque de détachement. Quand on est très sensible, on n'est pas assez détaché. Ça signifie qu'on surréagit, étant donné que notre espace intérieur est comprimé. À chaque fois qu'il y a un stimuli de plus, il nous fait à moitié exploser. Et on n'a plus des réactions proportionnelles normales, et ça, c'est un manque de détachement aussi. Le manque de détachement, c'est l'importance de laisser les choses être ce qu'elles sont. Et oui, effectivement, il n'y a jamais aucune garantie de rester ensemble toute la vie. Effectivement, il n'y a pas de garantie que les projets de construction vont se passer sans aucun problème. En fait, en réalité, si vous observez, il n'y a jamais de garantie pour rien dans cette vie. Donc, du coup, on pratique une forme de non-attachement qui signifie qu'on laisse être. Effectivement, tu ne te comportes pas exactement comme j'aurais souhaité, mais de même que j'aime être libre, je te rends ta liberté. Je laisse les gens être ce qu'ils sont. Ça ne signifie pas que je ne vais pas dire ma propre vérité, mais je vais la dire de façon tranquille. Effectivement, tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit de faire comme tu veux. Néanmoins, c'est agréable si tu peux me prévenir à l'avance quand tu annules un rendez-vous. En septembre dernier, certaines parmi vous étaient là, on a fait cette retraite qui s'appelait « Être dans sa force ». Et on a aussi beaucoup travaillé la notion d'être dans sa propre vérité. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas être dans votre force si vous n'êtes pas dans votre vérité. C'est encore tout un thème que simplement je rappelle ici, cette importance de pouvoir à la fois être détaché. Ça signifie que je respire ma propre vie, je respire dans les événements. Je respire les événements eux-mêmes et en même temps je laisse être. Ça veut dire qu'on cesse de dramatiser, on cesse de se victimiser. Le problème avec la sensibilité, c'est qu'elle est souvent récupérée par le moi, par l'ego. Et alors, du coup, une des caractéristiques de l'ego, c'est qu'il solidifie tout. Donc, il va solidifier le fait de toucher à l'extrême. Du coup, on reste bloqué dedans. On va solidifier le fait qu'on vient d'être témoin d'une injustice. Puis alors, ça nous trotte dans la tête pendant des jours et des jours. Et ça, c'est le signe que quelque chose a été solidifié. Ça veut dire qu'il y a une invitation à laisser les choses vous quitter. Il n'y a pas de déni là-dedans. C'est pour ça que je parlais de la vérité. C'est aussi vraiment très important de pouvoir être dans sa vérité, mais en même temps, vous savez, dans ce monde, rien n'est grave. Hein. Rien n'est grave. En même temps, les choses sont importantes quand même. On donne leur juste importance aux choses. Sans exacerber. À la fois, tout est important, rien n'est important. Donc ce processus de détachement, c'est un processus où on cesse de lutter. On a tendance à vivre les épaules comprimées, les poings serrés, à essayer de faire en sorte que tout se passe comme nous on voudrait. Et donc du coup, notre sensibilité se transforme souvent en susceptibilité. Quand l'ego se mêle de la sensibilité,
coup on devient susceptible. Les gens peuvent facilement dire « Je suis très sensible, donc du coup je déteste quand les gens se comportent comme ceci ou comme cela. » Oui, bon. Souvent c'est quand même de la susceptibilité. Parfois aussi, la sensibilité c'est de l'aversion cachée. En fait, on a du dégoût pour quelque chose, on résiste à quelque chose, on n'aime pas, et on pense que c'est de la sensibilité. Mais c'est la sensibilité que vous pouvez dépasser. Donc il y a une sorte de sensibilité saine, et puis il y a quelque chose qui se déguise en sensibilité, mais qui est en fait de l'aversion, de la résistance ou de la susceptibilité. Ou en tous les cas, quelque chose est vraiment resté bloqué. On doit apprendre à lâcher. Pas vivre les poings serrés, mais apprendre à ouvrir les doigts pour ce qui est là. Le dernier manque, c'est un manque de perspective. Et le manque de perspective, une autre façon de le dire, c'est un manque de vision. On a droit à la fanfare. Si elle s'enregistre. Ça signifie que le fait d'être ultra bouleversé par ce qui se passe dans le monde, ou ce qui se passe dans notre proximité, hein, déjà juste dans un village ou sur un lieu de travail, c'est aussi un manque de vision parfois. Ça signifie qu'il faut réaliser que nous faisons partie d'une aventure cosmique qui dépasse largement la durée de notre vie et qui a une sorte de processus évolutif sur cette planète, et que les gens qui viennent au monde, ils ont tous leur karma, ils ont tous leur destin, ils ont tous leur rythme. Et que tout le monde est là pour apprendre. Et qu'il y a une chance que si on n'avait plus rien à apprendre, on ne serait plus là. Alors ça veut dire qu'on apprend à poser un regard plus j'ai envie de dire tolérant, mais ça ne veut pas dire que je vais tolérer de nouveau des choses qui vont à l'encontre de ma propre vérité, mais au lieu d'être constamment agacé, irrité, constamment en train de se dire mais pourquoi ils font ça, puis pourquoi ils disent ça, puis je comprends vraiment pas pourquoi ça se passe, de réaliser à quel point en fait les gens sont victimes d'eux-mêmes, qu'ils font de leur mieux avec le bagage qu'ils ont, mais souvent ils n'ont pas appris à communiquer, ils n'ont pas appris à vivre en paix les uns avec les autres, ils n'ont pas appris à gérer leur ego. Alors quand on voit déjà comme on est en lutte avec soi-même parfois, évidemment à l'échelle du monde c'est encore pire. Il y a cette phrase que j'aime bien qui vient de Lucien Vimin. Lucien Vimin, c'est lui qui a créé la chaussure rouge, qui parle d'écologie d'une très belle façon. Il ne veut pas parler d'écologie parce que ça serait trop idéologique. Donc il parle de l'importance de prendre soin du vivant. Et Lucien Vimin dit, quand il est dans une situation où il voit des comportements qui le heurtent, il se dit intérieurement, ils n'ont pas encore compris. Et ça vient pas, c'est pas une arrogance, c'est justement quelque chose qui permet de se dire, la personne en face, comme elle n'a pas compris, elle ne peut pas faire mieux. Donc c'est plutôt une sorte de phrase qui va encourager à recréer le dialogue, expliquer gentiment, plutôt que blâmer les autres. Mais enfin, comment c'est possible qu'ils se comportent encore comme ça? C'est peut-être une petite phrase qui est un petit mantra à se répéter pour essayer d'entrer dans une perspective un peu plus large. En même temps, il s'agit de s'habituer à être dans la vérité. Il y a une sorte de processus pour devenir de plus en plus conscient. Quand on devient plus conscient, il y a un moment qui est inconfortable parce qu'il y a des choses qui nous sautent à la figure. Et donc il s'agit de s'habituer avec le fait de rencontrer ces vérités, d'aller chercher sa force ailleurs,
de continuer aussi quand il y a des choses qui heurtent notre sensibilité à voir au contraire ce qui nourrit notre sensibilité. Tous les moments pour lesquels on peut avoir de la gratitude, tous les moments où on rencontre de la beauté, de l'affection, tous les moments où justement les êtres humains se comportent au contraire de façon très noble. Et puis cet élargissement de la perspective et de la vision, ça consiste aussi à s'assumer soi-même, à assumer sa vulnérabilité, assumer sa fragilité. Ça veut dire se dégager du besoin d'approbation. On se donne le droit de sentir. Même si parfois on voit bien que nos réactions sont un peu inadéquates, pour l'instant, dans l'instant c'est ça dont on est capable, on se donne le droit de le sentir. On ne va pas encore en rajouter en se culpabilisant, en ayant honte. Et ça c'est un point qui est vraiment important parce que déjà assumer sa sensibilité tout seul, sans se dire je devrais être autre chose, c'est déjà tout un truc. Et ensuite, face aux autres, il y a toute cette notion d'image de soi. Quelle image de moi je donne quand je montre ça. Et donc il est important aussi de bien communiquer sur le moment ou après coup, de dire aux autres, ben voilà, là vraiment j'ai pété un câble, je suis navrée. C'est très important d'être capable de s'excuser. Voilà ce qui s'est passé en moi. Ou d'expliquer, là j'ai une grosse émotion qui monte, ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en ce moment je suis un peu à fleur de peau. Ne t'inquiète pas, on le fait après, si on n'a pas la présence d'esprit de le faire sur le moment, pour en quelque sorte protéger l'autre et protéger la relation de cet état de sensibilité accru dans lequel on est. Et après, quand l'émotion est passée, on peut en reparler, puis on peut aussi en rire, avoir le sens de l'humour, un peu de tout ça. Et sachez que ça va prendre une place dans votre vie. Des fois, je dis que je suis une sensible repentie. Moi-même, dans ma vie, j'avais un terrain de quelqu'un qui était à fleur de peau tout le temps, qui était j'étais très, très hypersensible tout le temps. C'est fatigant, on se fatigue soi-même. Et puis, avec le temps, je suis restée sensible. Et ça ne veut pas dire que ça ne prend jamais le dessus, hein. Ça peut aussi m'envahir parfois. Mais néanmoins, il y a la construction d'une force intérieure qui fait en sorte que nous devenons des contenants plus vastes, nous devenons un espace plus vaste, et votre sensibilité, elle se dilue un peu là-dedans. Elle trouve sa juste place, elle est moins envahissante parce qu'on est suffisamment large pour pouvoir contenir le fait d'être touché, pouvoir contenir le fait de voir des choses, de sentir, de réagir. Et tout cela vibre dans un espace qui est devenu plus vaste, plus respirant. Donc par rapport au détachement, à la perspective, c'est un peu plus difficile de proposer vraiment des pratiques pour ça. Il s'agit plutôt d'une attitude. Comment est-ce que progressivement je trouve en moi-même une attitude juste qui me permet d'être observateur, témoin, avoir la distance qu'il faut, sans être tellement distant que du coup je deviens indifférent. D'une certaine façon, la pratique au sens large, ça vous aide à construire cette pratique où on est plus détaché. Alors, si vous venez au cours avec un problème qui vous obnubile, 1 heure plus tard, généralement, le problème est déjà un peu moins prégnant et vous arrivez déjà mieux à le regarder, donc vous avez gagné en distance et en détachement. Mais ensuite, ce qui construit cette nouvelle vision large et ce qui construit le détachement, c'est la pratique de l'assise, la pratique de la méditation. C'est ce qui va faire que finalement on s'habitue à l'impermanence, on s'habitue aux sensations. Vous avez étudié avec Johan un peu ce que c'est que le Vipassana.
Et dans le Vipassana, on apprend à être moins réactif aux sensations. Donc la sensibilité est toujours là dans le sens où les sensations sont là, mais il y a quelque chose en moi qui cesse de réagir aux sensations. Et du coup, ça change tout. Le temps aide beaucoup à ce que tout ça trouve sa juste place, son équilibre. On a des techniques et des outils. Tout à l'heure, on va pratiquer aussi pour essayer de mieux sentir à quoi ressemble une pratique de gestion de la sensibilité. Et ensuite, chaque fois qu'on rencontre de la souffrance, c'est ma conclusion pour ce matin, il s'agit toujours de générer de l'affection pour vous-même. Et quand vous craignez le regard des autres ou que vous essayez de vous cacher à cause de ce que les gens vont penser en lien avec votre sensibilité, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez compatissant. Maintenant, on ne va pas non plus agresser les autres avec notre propre sensibilité. Parfois, un peu de retenue, c'est une bonne chose, mais c'est autre chose que d'avoir un peu de retenue, parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent que par souci de l'image, souci de déplaire, de ne pas se donner le droit d'être qui on est, de sentir ce qu'on sent. Alors à chaque fois que vous êtes dépassé par votre sensibilité et que ça cause de la souffrance, ça va être tout le thème de la 3e année, c'est rester dans l'affection. Restez doux envers vous-même. Et c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens en Occident qui ont vraiment de la peine avec cette douceur. Cessez d'être dur envers soi-même, cessez d'être exigeant envers soi-même, cessez de se dire qu'on devrait être meilleur que ce qu'on est. Cette capacité à s'accueillir soi-même tel qu'on est. Et à se pardonner quand on n'arrive pas à faire mieux.